Donc ce matin, moi je vais aborder 3 techniques essentielles pour le text mining: l'extraction d'informations, la catégorisation et le clustering, et je conclurai par des exemples d'application du text mining à intelligence économique. Tout d'abord, un premier constat qui a déjà été fait la journée précédente. Vous reconnaissez sur la partie droite de l'écran le processus de veille qui a été décrit hier. On y voit les différentes étapes, et les techniques de text mining prennent particulièrement place dans l'étape 5, l'étape donc d'analyse et d'organisation de l'information, essayant de répondre à la question comment faire une fois qu'on a réussi à collecter des centaines voire des milliers de documents qui a priori sont pertinents sur le thème, pour analyser cette information, pour essayer d'en extraire l'information pertinente. On a souligné d'ailleurs hier le temps nécessaire à l'analyse des besoins, et en fait on passe encore beaucoup trop de temps à la collecte de l'information, et en fait donc les techniques de text mining ont finalement pour vocation de réduire, de permettre de dégager du temps pour effectuer l'analyse de l'information. L'analyse au sens interprétation plutôt, pour effectuer l'interprétation de l'information, c'est-à-dire la mettre en perspective. Dans cette partie-là, je vais souligner l'hétérogénéité des informations à analyser. On se retrouve face à donc des informations qui proviennent de diverses sources, qui peuvent être par exemple des brevets, comme celui-ci, donc une information qui par nature est structurée, au moins du côté de sa première page. C'est une notice bibliographique avec des champs comme des inventeurs, les déposants, les codes, comme les codes CIB, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas spécialiste de l'information brevet, mais qui permettent de classer les brevets. Donc des champs qui peuvent être exploités, donc qui structurent l'information et qui peuvent être exploités pour, par exemple, mettre en œuvre des techniques statistiques de comptage pour, par exemple, identifier les principaux déposants d'un corpus de brevets qui correspond à votre centre d'intérêt. Et par ailleurs, on peut, dans d'autres types d'applications, se retrouver confronté à du texte qui provient de dépêches de presse, qui proviennent de mails, avec de l'information non structurée. Eh bien, un des enjeux du text mining, c'est justement d'essayer de structurer cette information, d'identifier dans ce texte des entités, comme par exemple des noms de sociétés, comme par exemple des actions que ces sociétés peuvent mener, des actions par exemple, de fusion, d'acquisition, mais ça pourrait être aussi, par exemple, si on reprend des brevets, j'ai parlé que de la première page des brevets, il y a aussi le texte intégral, et dans ces brevets, par exemple, dans des brevets qui seraient relatifs au secteur des sciences du vivant, identifier des relations entre des protéines et des gènes. Je voulais souligner également, donc encore au niveau de la nature de l'information à analyser, donc là j'ai déjà parlé un petit peu des aspects un petit peu sémantiques, mais également le multilinguisme, les problèmes de structure, texte non structuré, texte structuré, les problèmes de format, ça a été abordé aussi très rapidement hier. On se retrouve à traiter des documents qui peuvent être en PDF, PowerPoint, LaTeX, Word, etc. Et aussi les problèmes de granularité de l'information. Ce que je veux dire par là, c'est simplement, justement, quand je parlais du brevet, eh bien, d'un côté, on a la notice biographique, c'est une page, et le texte intégral, ça peut être 30, 50, 100 pages même, hein, donc des différences de granularité. Donc le text mining, disons, c'est le nom qui désigne l'ensemble des technologies qui vont nous permettre de mettre en évidence les éléments jugés importants dans un texte ou dans un corpus de documents. J'en ai déjà parlé très, très rapidement. Exemple d'éléments importants, ça peut être des noms de société, ça peut être des dates, ça peut être aussi des quantités. Par exemple, dans une application où il s'agirait de surveiller des capacités de production dans un secteur de données, ça peut être ça. Un élément important, c'est identifier dans le texte que telle usine a rencontré
rencontré des problèmes et donc qui ont nécessité sa fermeture et qui affectent sa capacité de production. Ça peut être aussi des événements comme par exemple la démission d'un dirigeant pour une société donnée. C'est ça les éléments importants dans le texte qu'il faut repérer. Donc l'objectif, c'est d'organiser l'information pour faciliter la lecture et la compréhension de l'information entrant et sortant de l'entreprise. Ça a été souligné également hier. Il ne s'agit pas seulement de traiter l'information externe, mais il faut la relier aussi avec l'information interne, de l'information qui va concerner par exemple les clients, les fournisseurs, toutes ces entreprises avec lesquelles l'organisation communique. Ce transparent-là était là également pour illustrer la variété des rendus des applications du text mining. L'objectif, c'est de fournir une représentation visuelle de l'information. On n'est plus au niveau du document. L'idée, c'est d'extraire l'information pertinente et d'en donner une représentation. Comme par exemple les relations qu'une société entretient avec d'autres sociétés. Ou bien, par exemple, dans cette partie-là de l'écran, identifier à partir des citations qui sont extraites des bases comme le Science Citation Index, donc qui sont des bases de données biographiques, scientifiques et techniques, qui ont la particularité d'inclure les citations, d'identifier, eh bien, par exemple, les acteurs qui ont joué un rôle un rôle essentiel dans la diffusion d'une idée, par exemple. Donc, les techniques de text mining vont nous permettre de répondre à 3 besoins essentiels. Pouvoir organiser les documents qui comportent l'information qui nous intéresse. Donc, ça va nous permettre d'appréhender globalement un corpus documentaire sur un sujet. Donc, l'objectif, c'est de construire des cartes thématiques qui vont nous donner une représentation du contenu des documents, de pouvoir circuler dans cet espace à travers des thèmes qui vont être extraits automatiquement, pouvoir naviguer donc dans cet espace documentaire, pouvoir identifier qui fait quoi, où, dans quel domaine. Et également, un autre point essentiel, c'est accéder plus rapidement au contenu, comprendre le sens de l'information. Encore une fois, là, il s'agit d'aller fouiller dans le texte pour aller rechercher l'information pertinente. Par exemple, dans un brevet, rechercher les endroits où on parle des avantages d'une invention ou des inconvénients des inventions intérieures. Pouvoir mettre en forme et partager les résultats d'analyse de corpus, c'est l'enjeu des représentations graphiques, des résultats de l'application de ces techniques de text mining. Donc je vais présenter 3 méthodes. Alors normalement là-dessus je suis assez long, donc vous m'excuserez, mais je passerai peut-être un petit peu plus rapidement au niveau des transparents. Je sais que c'est pas très agréable, mais je vais quand même vous présenter quelques éléments techniques sur les méthodes qui permettent de classer l'information. Classer, ici employé dans le sens catégorisé, c'est-à-dire permettant de ranger les documents dans des rubriques prédéfinies. Et le deuxième aspect que j'aborderai, c'est la classification non supervisée, le clustering. J'ai introduit également un petit peu du vocabulaire que vous retrouverez dans les plaquettes des éditeurs de logiciels, des techniques de clustering donc, qui permettent de découvrir sans a priori les classes qui sont présentes dans un ensemble de documents. Des classes de documents similaires, en fait, constituant des thèmes, puisque c'est des ensembles de documents qui parlent de la même chose. Finalement, je vais présenter les applications des techniques de catégorisation. Elles sont nombreuses. Ça peut être, par exemple, de classer des dépêches de presse dans des rubriques prédéfinies. Par exemple, les rubriques société, sport, international, etc. Ça peut être aussi classer des documents en fonction de faits relatifs aux stratégies d'entreprise. Par exemple, toujours dans des dépêches économiques et financières, les classer dans des rubriques prise de participation, fusion, acquisition, ouverture de filiales, etc. Ça peut être aussi, par exemple,
router des brevets vers des examinateurs de brevets, puisque ces examinateurs ont des compétences, et donc automatiquement des compétences, donc ils adressent toujours le même type de document, et donc automatiquement aller router l'information qui les intéresse vers ces examinateurs. Évidemment, avec le même type d'approche, router des mails. Parmi les techniques qui permettent justement de classer automatiquement les documents dans des rubriques prédéfinies, j'en présenterai trois. En première approche, un filtrage basé sur une requête, sur un profil de mots-clés, peut tout à fait être satisfaisant. Ce sont d'ailleurs des approches qui sont mises en œuvre dans certains outils de veille, comme par exemple Keywatch, qu'on a vu hier, où finalement, après avoir constitué des bases en local, des bases documentaires en local, après avoir crawlé des documents provenant de différentes sources d'information, le veilleur peut décrire ses axes de veille par des requêtes. Mais cette approche a ses limites. Évidemment, comme on l'exprime avec des requêtes, eh bien, si la requête est trop précise, beaucoup de documents ne seront pas classés, et au contraire, si elle est trop large, eh bien, beaucoup de documents seront mal classés. Alors, pour répondre à ces problèmes, on peut envisager deux techniques possibles: l'extraction d'informations selon une hiérarchie de concepts, ou la catégorisation de documents par des techniques d'apprentissage numérique. Alors, ces techniques s'emploient, je dirais, dans deux types de situations bien distinctes. À mon sens, lorsque les catégories ne sont pas trop nombreuses et qu'elles correspondent à des classes sémantiques comme par exemple des stratégies d'entreprise, avec ces notions, par exemple, justement, de vente, d'achat, de prise de participation, eh bien, à ce moment-là, la façon d'organiser l'information découvrira directement des arts de concept qui seront définis. Donc à ce moment-là, il vaut mieux utiliser des techniques d'extraction d'informations. Si on a un plan de classement qui existe, relativement stable et pérenne dans le temps, et qu'on ne sait pas très bien définir quels seront les concepts qui seront pertinents pour le classement, mais qu'on est capable de fournir des exemples de documents représentatifs de chaque rubrique, à ce moment-là, les techniques d'apprentissage basées sur l'apprentissage peuvent être mises en œuvre. Les techniques d'extraction d'informations, dans le cadre des applications d'intelligence économique, l'objectif, c'est de repérer qui fait quoi, où, quand, avec qui. Donc, qui sont les acteurs du secteur d'activité étudié, quelles sont les actions qu'ils mènent, sur quels objets, comment, où, avec quand. Alors, j'ai déjà souligné le caractère multilingue de l'information à traiter. Effectivement, donc, les informations que l'on cherche à repérer peuvent se trouver sous des formes ou des langues diverses. Ici, on a l'exemple de la même information en anglais et en français, et avec des structures de phrases différentes. Et pourtant, en fait, ce qu'on cherche, finalement, c'est finalement un prédicat, c'est une prise de participation avec ses arguments, un acquéreur, une cible, éventuellement des éléments complémentaires, par exemple la date, le montant de la prise de participation, etc. Alors, comment on peut extraire ces informations? Les systèmes d'extraction d'informations mettent en jeu donc des techniques d'analyse linguistique qui vont permettre de segmenter, de détecter la langue, de segmenter le texte, donc de le découper en phrases, de découper la phrase en mots par des techniques d'analyse lexicale que je ne décrirai pas ici, c'est un petit peu trop technique, mais ensuite de mener une analyse morphosyntaxique, c'est-à-dire de répondre à un certain nombre de problèmes. Donc il s'agit, dans le cadre d'une analyse morphosyntaxique, la première étape, la lématisation ou la racinisation. Il s'agit là de prendre en compte l'existence de différentes formes pour les mots. Par exemple, toutes les formes de conjugaison d'un verbe et de les ramener à une forme canonique. Par exemple, racheter
de le ramener à la forme de verbe. Ou bien, par exemple, pour un nom qui se trouverait au pluriel, de le ramener à sa forme masculin singulier. Ça, c'est la lématisation. Ou la racinisation, c'est de les ramener à une pseudo-racine. Par exemple, en utilisant des règles, quand passer du pluriel au singulier, eh bien, dans la majorité des cas, il suffit d'enlever le S. Et puis, bon, de regarder quelles sont les exceptions. On peut employer ces deux techniques donc pour ramener les mots donc à leur forme canonique. C'est ce qui est fait dans c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, c'est ce qui est fait dans cette colonne-là. La deuxième étape qui est réalisée dans l'analyse morphosyntaxique, c'est l'affectation d'une catégorie syntaxique, c'est-à-dire de rajouter une étiquette syntaxique, comme par exemple de reconnaître qu'il s'agisse d'une préposition, d'un verbe participe passé, d'un auxiliaire à l'imparfait, troisième personne du singulier. Et enfin, dernière étape, la désambiguisation, c'est-à-dire, sachant que les mots peuvent avoir plusieurs étiquettes syntaxiques, de choisir la bonne. Hein. Comme par exemple, le peut être un déterminant ou un pronom. Bon, je ne vais pas détailler ces techniques. Hein. La dernière étape pour l'extraction d'informations, c'est l'étape d'analyse sémantique, qui se joue à deux niveaux. Au niveau du mot, c'est-à-dire la sélection du sens des mots individuels, distinguer l'avocat puis de l'avocat juriste, et qui peut s'effectuer, par exemple, en utilisant un thésaurus ou des règles d'extraction, et aussi au niveau de la phrase, c'est ce que on voit dans cet exemple, c'est-à-dire l'identifiant des arguments de chaque prédicat et de leur rôle sémantique. Par exemple, l'achat de X par Y. Alors, je vais passer ce transparent très rapidement, simplement pour dire que cette étape sémantique vient à l'issue d'outils qui s'appellent donc des analyseurs morphosyntaxiques qui donc existent sur le marché. Donc il s'agit à ce niveau-là, du point de vue de ces outils qui mettent en œuvre des techniques sémantiques, de décrire à l'aide de règles d'extraction les expressions que l'on cherche à extraire, en utilisant les sorties de l'analyseur morphosyntaxique, c'est-à-dire les étiquettes lexicales, syntaxiques ou sémantiques qui peuvent être présentes. Bon, si vous avez des questions sur l'implémentation technique de ça, je pourrais y répondre. Je vais passer très rapidement à une deuxième technique de catégorisation, qui est la technique de catégorisation basée sur de l'apprentissage. L'objectif, donc, je le rappelle, c'est d'affecter des documents à des rubriques prédéfinies. Mais là, on dispose d'exemples de documents pertinents pour chaque rubrique, qui constituent donc un ensemble d'apprentissage. Alors, ces techniques sont très variées. Il y en existe de nombreuses, et ce n'est pas l'objet de ma présentation de les présenter en détail. Je vais juste en présenter une qui est très simple à comprendre intuitivement. Je vais d'abord présenter une application. L'application typique, c'est par exemple celle d'un agrégateur de presse qui veut catégoriser des flux de presse qui proviennent de différentes sources, pour les présenter selon un plan de classement commun, comme par exemple donc des rubriques sociales, vie politique, retraite, conjoncture, etc. Ici, pourquoi j'ai retenu cet exemple d'application? Parce qu'on voit en œuvre également des techniques d'extraction d'informations. Je veux parler de l'extraction d'entités nommées, donc l'extraction des noms de personnes, des extractions de noms de sociétés, extraction de concepts également, ce qui permet d'ailleurs, je voudrais rappeler quand même un des objectifs de l'emploi de ces techniques, c'est d'augmenter la rapidité d'accès à l'information, de savoir si très très rapidement si un document il est intéressant de le lire, ou au moins de cliquer dessus. Et c'est l'enjeu dans les moteurs de recherche finalement d'accompagner, lorsqu'on fournit la liste des documents qui sont pertinents par rapport à une requête, de fournir des informations qui nous informent sur le contenu, qui vont nous décider à lire le document.
Et ces informations, quelles sont-elles? Ça va être justement, par exemple, le nom des sociétés qui sont mentionnées dans le document. Ça peut être, comme ici, qui est souligné, les étiquettes, les entités qui ont été extraites, par exemple, du site, là, sont en couleur. On y trouve des noms de sociétés, des dates, des noms de partis politiques, etc. Et à partir de là, les techniques de texte manie, encore une fois, elles se mettent en œuvre sur des corpus. Elles peuvent se mettre en œuvre sur un document, mais aussi sur des corpus de documents. Et à partir de là, on peut, par exemple, sur le résultat de cette requête qui ici il s'agissait de fonds de pension, extraire les noms de personnes et voir quelles sont les personnes les plus citées dans cet ensemble de documents. Alors, exemple de technique d'apprentissage, une technique très simple qui s'appelle les cas plus proches voisins, qui est basée sur une heuristique, c'est-à-dire qu'un document devrait être classé dans la même rubrique que ses 3, 4, 5, 10 plus proches voisins. On choisit le nombre cas que l'on veut dans le corpus d'apprentissage. Donc comme on dispose d'exemples de documents pour chaque rubrique, on mesure la similarité du nouveau document à classer par rapport à tous ces documents d'apprentissage, et puis on regarde par rapport à par exemple les 5 documents les plus proches du document à classer, à quelle rubrique ils appartiennent. Alors je passe sur le calcul de similarité, juste pour dire simplement que pour pouvoir effectuer ce calcul, il faut avoir une représentation des documents. Ça veut dire extraire, sélectionner des mots dans le document qui vont le représenter. Alors par des techniques d'analyse linguistique par exemple, mais ça peut être aussi par des techniques d'analyse statistique. On va compter par exemple le nombre d'occurrences de chaque mot dans tous les documents, ce qui va nous permettre de définir des poids qui vont nous donner l'importance du mot pour chaque document. Alors dans les techniques utilisées, il y en a une en particulier pour pondérer les mots-clés. Il y en a une qui est basée sur on prend en compte également la fréquence du mot dans le corpus. Parce qu'en fait, on prend acte du fait qu'un mot qui est présent dans tous les documents n'apporte pas d'information. Il n'est pas discriminant pour la recherche. Donc on va privilégier les mots pour choisir les mots qui sont importants pour un document. On va privilégier les mots qui sont présents évidemment, qui sont fréquents dans le document, mais pas trop dans le corpus, parce qu'ils apparaissent beaucoup dans le corpus, ils n'apportent pas d'information. Voilà comment on peut pondérer les mots, et à partir de là, représenter les documents par des vecteurs de mots. Vecteurs de mots. Donc, voilà. Un point important dans les techniques d'apprentissage, c'est qu'on peut les évaluer, puisqu'on dispose d'exemples de documents représentatifs de chaque rubrique. Ça veut dire qu'on peut, en prenant un sous-ensemble de ces documents qui n'ont pas participé à la construction du modèle d'apprentissage, voir dans quelle rubrique ils sont affectés en fonction par le modèle d'apprentissage. Ce qui va nous permettre d'évaluer 2 critères importants pour la recherche, le rappel et la précision, dont je rappelle les définitions, c'est-à-dire la précision, la proportion de documents pertinents parmi les documents affectés à la catégorie par le système, et le rappel, la proportion de documents pertinents trouvés dans l'ensemble des documents attendus pour la catégorie. Bon, si vous avez des questions après là-dessus, je pourrais répondre, je passe un petit peu rapidement. Donc une autre, maintenant, on a vu donc les techniques qui permettent de ranger les documents dans des catégories. Alors c'est une technique, ces applications de catégorisation supervisée sont importantes pour tout ce qui est recherche d'information, parce que mettant en jeu un plan de classement, l'utilisateur peut se familiariser avec ce plan de classement, donc gagner du temps dans la recherche d'information. Maintenant, ces techniques ne permettent pas de dégager des tendances, notamment lorsqu'il apparaissent de nouvelles thématiques. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre en jeu des techniques de clustering, des techniques qui permettent donc de regrouper des documents similaires, sans a priori. On ne sait pas a priori dans quelle classe, quelles sont les classes qui vont émerger. Alors, il existe une multitude d'algorithmes de clustering.
Ces algorithmes peuvent être appliqués aussi bien aux documents, donc représentés par des vecteurs de mots-clés, ou aux mots-clés, pour mettre en évidence des groupes de mots-clés proches les uns des autres, ou des groupes de documents proches les uns des autres. Et on verra, je pense donc aujourd'hui, avec Thémis, peut-être des exemples de clustering basés sur du clustering de groupes de documents, et peut-être avec SPSS, je ne sais pas si vous montrez, est-ce que vous montrez la méthode des mots associés? Non. Non, bon ben, par exemple SPSS met une méthode de clustering basée sur, appliquée aux mots-clés, donc basée sur les co-occurrences de mots-clés. Alors, à quoi servent ces techniques? J'ai déjà parlé du fait qu'elles permettent de dégager des thèmes. Permettant de dégager des groupes de documents similaires, on peut les utiliser pour désambiguiser le résultat d'une requête. Lorsqu'on emploie un terme ambigu, je prends ici par exemple le terme ABS qui a trois sens différents, et bien comme cette technique permet de regrouper les documents similaires, on va voir se dégager des clusters, des groupes de documents relatifs à chacun des sens. Alors appliquer à un corpus de documents, on va par exemple relatif à un sujet, par exemple comment parle-t-on de la France dans les journaux du Maroc, on va pouvoir voir se positionner les thèmes abordés par les journaux, les thèmes qui sont abordés qui concernent la France. Appliqué à des données issues de bases scientifiques, comme les bases bibliographiques, qu'il s'agisse de brevets ou d'articles scientifiques, ça va nous permettre de voir les thèmes abordés et de savoir quels sont les acteurs de ces thèmes. Ça peut nous aider également à proposer une taxonomie, un plan de classement, lorsqu'on n'en dispose pas, mais aussi à identifier des doublons, puisque ça permet de regrouper les documents similaires, pour par exemple mesurer l'impact d'une campagne de presse, puisque un article peut être repris par différentes sources, par exemple. Ça peut être utilisé également, appliqué par exemple aux mots-clés, pour se faire une idée de la terminologie d'un domaine. Un exemple d'outil utilisant du clustering, Vivissimo par exemple, qui est un métamoteur, donc un moteur qui interroge d'autres moteurs, comme Ask, Gigablast, Booksmart, MSN, l'Open Directory, etc. Et qui va, à partir du résultat de la requête, regrouper les documents similaires en classes, selon une hiérarchie de classes, ce qui va faciliter la navigation et en particulier, eh bien, par exemple, vont se retrouver ensemble des documents plutôt techniques, vont se retrouver ensemble des documents, par exemple, qui aborderont plus les aspects commerciaux, etc. Alors, je termine. Les applications du text mining, donc il en existe de nombreuses et je vous enverrai donc en particulier dans les deux présentations qui vont suivre. Elles peuvent permettre par exemple d'identifier les actions ou faits relatifs aux stratégies des entreprises, par exemple donc les fusions-acquisitions, classer des dépêches de presse selon des rubriques, selon des profils, identifier des thématiques de recherche, mais ça peut servir également dans le cadre d'une veille sociétale. Par exemple, analyser les propos tenus et les opinions émises sur les médias, analyser la portée juridique d'un brevet, par exemple en extrayant du texte intégral, des revendications indépendantes, les liens avec d'autres brevets, etc. Je vais terminer ici. Je vous remercie. Et puis donc, passer...